Merci de nous rejoindre dans ce numéro de Parlons Politique sur Eburnia TV. Législative 2025, la course à la députation pour le gain ou pour le service. Le débat fait l'actualité à l'approche des législatives du 27 décembre prochain. Jean-Richard Nguessan, Auria Sanson, Idriss Keïta, comme hier, sont avec nous pour décrypter ce sujet d'actualité majeure. Bonsoir à vous. Bonsoir Adji. Bonsoir chers confrères. Bonsoir Adji, bonsoir à tous. Merci beaucoup Jean-Richard. Vous avez pris la parole, on vous permet de la garder et justement vous allez nous permettre de savoir les grosses actualités du moment, un aperçu de ce qui marque l'actualité nationale sur le plan politique et de façon plus générale. Premier fait marquant, l'investiture du président Alassane Ouattara, réélu avec 89,77% des suffrages exprimés lors de la présidentielle d'octobre 2025, du 25 octobre 2025. Alassane Ouattara prêtera donc officiellement serment le lundi prochain, lundi 8 décembre 2025 à Abidjan. Cette cérémonie d'investiture est prévue par la Constitution ivoirienne et marque le début d'un nouveau mandat à la tête de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara sera investi devant le Conseil constitutionnel en présence de représentants des institutions nationales et de plusieurs chefs d'État africains. Très bien. Après cette fameuse investiture, que tout le monde scrute avec beaucoup d'attention. Quel autre sujet est-ce que vous avez repéré qui puisse intéresser nos internautes? Autre fait marquant, comme vous l'avez dit, la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra le 21 décembre prochain du côté du Maroc et jusqu'au 18 janvier 2026 avec la Côte d'Ivoire notamment dans un groupe F assez relevé avec le Cameroun, le Gabon et l'équipe mozambicaine. Qui de la Côte d'Ivoire et de ces différentes équipes repartira avec le trophée? On aura la réponse à l'issue des 52 matchs de la compétition. Très bien, merci beaucoup Jean-Richard Nguessan. Idriss Keïta, tout juste en face de vous. Vous avez certainement suivi avec beaucoup d'attention le déroulé de Jean-Richard sur ces différents faits d'actualité. Tout d'abord, on parle naturellement de l'investiture prochaine du président Ouattara pour un 4e mandat. Sur ce fait, est-ce que cela scelle définitivement la fin de la crise électorale que l'on vient de traverser? Je ne pense pas que l'investiture du président Alassane Dramane Ouattara mette fin aux tensions politiques. Parce que jusqu'à présent, l'opposition continue de hausser le ton. Si c'est vrai qu'on a une opposition modérée avec Charles Blé Goudé et peut-être Mme Simone Gbagbo, on a celle-là conduite par le PPACI de Laurent Gbagbo, qui vient même de mettre en place un mouvement pour libérer les détenus qui ont été pris lors des élections. Et donc... Un mouvement qui s'aventure sur le terrain judiciaire. Voilà. Et avec ce contexte, avec cette tension, il est clair qu'après l'investiture et même après les législatives, on va sûrement entendre parler de ce mouvement. Par contre, pour en revenir quand même à l'investiture, c'est une fête en soi. Il s'agit quand même d'Alassane Dramane Ouattara. C'est un label mondial. C'est un leadership reconnu. Et aussi, il ne faut pas oublier que malgré les apparences, il a servi partout. Il a été à la tête président en exercice à différents niveaux. Et même en sourdine, c'est un président sur les marchés financiers, la mobilisation de fonds. Il a aidé assez de républiques, assez de nations. Nous sommes même dans un contexte où l'économie, la dette sénégalaise est beaucoup renforcée même par les banques ivoiriennes. Donc c'est pour vous dire que c'est un leader qui a de l'impact, qui aura forcément de la mobilisation, qui aura assez d'homologues ou de leaders venus de partout du monde en Côte d'Ivoire. Et aussi, cette soirée est censée, cette journée est censée être peut-être même sa dernière prestation, parce que ce sera la 4e fois. Ou en tout cas la 2e fois dans la nouvelle République, comme on le dit, de serment bien sûr, ou sinon la 2e de la seconde République sous ces 20 ans de présidence, on va dire. Donc on va voir comment ça va se passer. C'est un événement à suivre de près qu'il faudra quand même saluer. Certainement, Auria Sansa, Alassane Ouattara réinvesti pour un 4e mandat. Est-ce que le principal enjeu de cet événement sera finalement la participation ou non de délégations étrangères, surtout de chefs d'État qui pourraient apporter un cachet légitime sur le plan international à ce nouveau mandat qu'il s'apprête donc à entamer? Ce serait l'enjeu, ce serait tout l'enjeu. Si il n'y a pas eu assez de mobilisation du côté de l'international, si des personnalités de la sous-région et même du monde entier
ne viennent pas, ne fassent pas le déplacement aussi nombreux, je crois que ça va donner encore beaucoup de, je voulais dire, beaucoup de haine à l'opposition pour pouvoir toujours contester. Déjà que l'opposition dit, après cette élection, qui a vu évidemment Alassane Ouattara être déclaré et réélu à plus de 90%, plus de 90%, plus de 89%. 99,77 précisément. Donc à près de 90%. À près de 90%. Et que, après sa réélection, il n'y a pas eu assez de remerciements. Des félicitations venant de l'étranger. Merci. Des félicitations venant beaucoup de l'extérieur du pays. Alors donc, moi, je dis, cette investiture, le seul enjeu, c'est la participation de tous ces politiciens du monde entier. Si ça arrive et que tout ce monde se déplace pour l'investiture, je crois que ça va quand même faire apaiser un peu, taire un peu les égos de l'opposition. Jean-Richard Nguessan, une investiture pour refermer les plaies de la crise électorale d'octobre 2025? Pas forcément refermer les plaies, mais qui va indéniablement refermer l'épisode de cette crise politique qu'on a connue plus ou moins, parce qu'on sait que malheureusement en Côte d'Ivoire, lorsqu'il y a des élections, les élections riment avec violence, et on l'a constaté une fois de plus avec cette élection. Donc je pense pour ma part que cette investiture va refermer définitivement l'épisode de ces élections. Maintenant, c'est l'après-élection qu'il faut scruter. Qu'est-ce que le président Ouattara va faire pour récolter, pour ressouder plus ou moins le tissu social qui, une fois de plus, s'est effrité, parce que on observe de part et d'autre des dissensions, des personnes qui plus ou moins condamnent le quatrième mandat, les personnes qui ne reconnaissent pas ce quatrième mandat. On attend de voir dans quelle posture il va être. Est-ce que c'est dans une posture où il va ouvrir les bras à l'opposition pour un dialogue? On attend véritablement de voir. Mais pour ma part, ce que j'attends véritablement du président Alassane Ouattara, c'est des actions concrètes, notamment au niveau du chômage des jeunes, au niveau de l'éducation, au niveau de l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. C'est sur ces points-là que le président Alassane est notamment attendu par un bon nombre de populations ivoiriennes. S'agissant justement de la question du ressoudement du tissu social, il y a un événement que vous avez évoqué justement en égrenant en effet d'actualité. C'est la CAN 2025 qui s'ouvre dans quelques semaines du côté de Marrakech au Maroc et à laquelle la Côte d'Ivoire part en tant que championne en titre, ce qui n'est pas rien. Alors on a vu que lors de la précédente édition qui s'est jouée dans notre pays, la CAN avait été l'occasion de rassembler les Ivoiriens, de créer une dynamique d'unité nationale autour du drapeau. Est-ce que l'édition 2026 qui s'ouvre au Maroc sera également un prétexte justement qui puisse permettre aux Ivoiriens de mettre un peu derrière eux toutes ces tensions, toutes ces frictions de ces précédents mois pour se focaliser sur le soutien à l'équipe nationale? La Côte d'Ivoire a une particularité. L'unité totale et effective durant le sport. Et c'est ce qu'on déplore ne pas avoir dans l'arène politique. Pour la CAN qui arrive au Maroc, la Côte d'Ivoire part chez un pays avec qui elle est en de bons termes, parce que lors de la dernière édition, après le fiasco face aux langues nationales de la Guinée équatoriale, il a fallu vraiment... Le fameux 4-0. Le fameux 4-0, il a fallu que la situation se décante lors d'un match du Maroc, pour que si vous voulez la Côte d'Ivoire soit repêchée, on va dire ça comme ça. Et depuis lors, les éléphants ont été inarrêtables jusqu'à l'accession de cette coupe. Coupe qu'ils vont aller défendre en terre marocaine. Et pendant ces moments de sport, la Côte d'Ivoire sportive, il n'y a pas de question d'ethnie, il n'y a pas de question de tendance politique. C'est le drapeau, c'est le OBV, le 225, qui est mis en avant. Malheureusement, ce n'est que quand il y a un contexte politique que les divergences prennent forme, que les origines sont affichées ça et là, qu'il y a catégorisation. Donc moi je crois que la Côte d'Ivoire est toujours disciplinée en matière sportive, saura comment se comporter, et les supporters des éléphants sauront faire du bruit et remplir les stades du Maroc. Très bien. Aurélien Sanson, la CAN pour ressouder le tissu national après tous ces mois de tensions sociopolitiques, vous y croyez? Non, comme un peu Idriss vient de le dire, si c'est pendant la compétition, il n'y a pas de problème. Tous les Ivoiriens vont
vont se mobiliser derrière les éléphants. Sauf que après, les politiciens vont revenir. La CAN ne pourra pas vraiment effacer carrément, recoudre tout le tissu déchiré en Côte d'Ivoire. Ce que le politique a déchiré. Sinon, depuis 92, la Côte d'Ivoire serait en paix quand 92, année de notre premier sacre au Sénégal. Voilà, on a dit que bon, ok, tout va bien, la Côte d'Ivoire a remporté la Coupe d'Afrique, la politique va aussi. C'est après ça qu'il y a eu le coup d'État de 1990. Parlant même de cette unité autour des éléphants, l'année passée, pendant l'édition précédente en Côte d'Ivoire, on n'a pas connu un membre du PDCI, du PPACI, du RHDP. Tout le monde était un. Tout le monde était, comme le dit Idriss, 225. Côte d'Ivoire, orange, blanc, vert. Ça se sentait. Qui aurait cru qu'après ce sac des éléphants, après cette organisation, on viendrait encore parler de non au quatrième mandat? Non, je ne veux pas de quatrième mandat. Non, bloquons tout. Non, toi tu seras candidat, toi tu seras pas candidat. Mais ce trophée aurait dû, n'est-ce pas, unifier, n'est-ce pas, nos politiques, et puis on serait en paix. Non, Adi. Même si la Côte d'Ivoire remporte, ce que je souhaite d'ailleurs, remporte cette édition encore, pour avoir une 4e étoile, ça ne pourra pas régler le problème. Très bien, Jean-Richard Nguessan, votre lecture justement sur cette question. Moi, je partage pas forcément le point de vue de Ouria, parce que quoi qu'on dise, c'est vrai, c'est un rendez-vous de célébration, mais le football aussi est un facteur de réconciliation. Il a rappelé notamment la Coupe d'Afrique passée, on a vu que les clivages et les divergences de point de vue ont été oubliés par tout le monde. On a vu un pays plus ou moins réunifié du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et on a vécu même ce même épisode sous la génération Didier Drogba. On se rappelle notamment de cette équipe ivoirienne qui a voyagé notamment à Boaké. On se rappelle de Yaya Touré qui a présenté. Il y a eu beaucoup de choses. Donc pour même Didier Drogba qui est parti à Boaké. Donc pour ma part, c'est vrai que cette compétition peut servir aussi de facteur de réconciliation. C'est vrai que certains diront que le football ne peut pas tout apporter, mais force est de reconnaître que le football est quand même un facteur de réconciliation. Et je pense que la compétition tombe à point nommé juste après l'investiture du président Alassane Ouattara, c'est-à-dire quelques jours après, on aura l'occasion de rentrer dans la compétition. Cela va permettre à l'Ivoirien d'oublier toutes ses frustrations, toutes ses blessures pour regarder à l'équipe nationale. Nous, on croise les doigts. C'est vrai que l'équipe a montré énormément de belles choses pendant la compétition. On a fini l'exercice, faut le rappeler, sans encaisser de buts. On a inscrit près de 25 buts. Donc, c'est une équipe assez solide de la Côte d'Ivoire qui nous est donné de voir. On croise les doigts que cette équipe reviendra avec le trophée, ce qui va contribuer forcément à renforcer l'unité nationale et à permettre, là où les politiques ont échoué, pourquoi pas les joueurs pourront apporter un baume dans le cœur des Ivoiriens. Très bien, sans transition, on passe à votre chronique décryptage pour rendre l'actualité la politique, plus accessible à nos concitoyens. Alors là, vous nous parlez aujourd'hui du traitement financier des députés en Afrique et ailleurs dans le monde. Qu'en est-il? Eh oui, nous allons un peu décrypter comment sont financièrement évidemment traités les députés ailleurs en Afrique et dans le monde. Voilà. Donc la question du traitement financier des députés, revient régulièrement au cœur des débats parce que les salaires de ces députés sont jugés trop élevés, avec des primes opaques et des avantages perçus comme déconnectés du niveau de vie des populations. Mais qu'en est-il là? Comment sont rémunérés les parlementaires dans la sous-région en Afrique et dans les grandes démocraties? Nous allons dans ce décryptage faire le point pays par pays pour comprendre à la fois les montants, les avantages et les logiques politiques derrière ces choix. Donc permettez-moi de consulter le tableau qui est devant moi. Allez-y. Alors en Afrique, le Gabon, nous avons pris quelques pays. Le Gabon, le salaire mensuel, n'est-ce pas, d'un député environ 5 000 à 6 000 euros. Et ils ont comme avantage les logements, le transport, la communication. 5 à 6 000 euros, ce qui dépasse la barre des 3 millions de francs CFA. Évidemment. Quand on fait la conversion, les mathématiciens peuvent rapidement, ça fait, je crois, 650, 1 euro, 650, qu'on multiplie par 5 000 ou 6 000, ça fait
ça fait quelque chose de quand même. On va donner les chiffres exacts à nos téléspectateurs. Oui. Vous avez bien dit 3500 euros, on est à Non, 2 millions, non, plutôt 5 000 euros. Waouh, c'est De colossal 5 ça. à 6 000 euros. 5 000 euros, on est facilement à 3 280 000 francs CFA. C'est ce que touche un C'est député juteux, ça. gabonais, ouais, et avec les avantages comme le logement, le transport, la communication et les frais d'émission. Tu vois, au Cameroun, ils ont environ 1500 à 1800 euros, le député, et il a pour avantage, n'est-ce pas, des présences, des réunions, des logements et des transports. Voilà. La Centrafrique, malheureusement, c'est le pays le plus vraiment délaissé. C'est l'un des pays Voilà. les plus pauvres Ils de sont la environ région. aussi à 1500 euros comme le Cameroun. Sauf que, à Centrafrique, les salaires ne sont pas réguliers. Absolument. Ne sont pas réguliers à cause de la fragilité Ouais, c'est à de ce l'image de pays. l'économie. Voilà. Donc, l'Afrique du Sud, waouh, l'Afrique du Sud, lui, le député touche à près de 7 000 à 9 000 euros, hein. Et comme avantage, ils ont des véhicules de service, des fonctions, je vous l'ai dit, le remboursement complet des déplacements, des logements de fonction. Voilà. Le Maroc a environ 3 000 euros et ils ont 2 000 euros. Le député, je vous l'ai dit, a 2 000 euros pour son transport, plus les permanences. Il a les pensions des pensions de retraite spécifiques très, très débattues. Ça, c'est quelques pays en Afrique que j'ai pu sélectionner. En Europe, on va dans les pays développés. Aux États-Unis, ça fait 14 500 dollars qu'un touche un député. Avec des avantages, il a droit à un budget de bureau dans l'état d'origine, c'est-à-dire qu'il doit avoir on lui octroie un bureau là où il est. Quand on dit, bon, par exemple, en Côte d'Ivoire, Adi est député à Bouville, il a droit à un bureau à Bouville. Voilà. Et puis, il a droit aussi à une assurance complète. La France, le député touche environ 7 600 euros et il a comme indemnité 5 950 euros de frais de mandat, 10 800 euros de budget de collaborateur et puis il a des frais gratuits de transport CNF. Au Japon, c'est environ 20 000 euros avec des frais de bureau, des frais de transport et des frais de crédit politique. En Allemagne, c'est environ 10 000 euros avec 5 000 euros pour indemnité mensuelle de fonctionnement. Et en Russie, c'est 6 500 à 7 000 euros. Ils ont droit aussi à des logements, des transports illimités et l'immunité élargie. Et on dit immunité élargie. Ce n'est pas comme en Côte d'Ivoire, si c'est parlementaire où on peut te poursuivre parce que on parle de flagrance délit. Là-bas, c'est une immunité élargie. Alors donc quand on regarde tout ça, c'est qu'on peut retenir, c'est que les pays riches payent davantage, mais ils contrôlent beaucoup. C'est ça la différence. Tel que c'est fait en France, il faut que il y a des contrôles qui sont derrière tout ce pactole, excusez-moi, tout cet argent qu'on remet. Il y a un suivi. Alors qu'en Afrique, c'est pas le cas. D'ailleurs, même, il y a des pays africains qui refusent même de publier, n'est-ce pas, les salaires des députés. Ce qui, dans les grandes démocraties, c'est mis à nu et parce que c'est surveillé. Au Maroc, ce salaire est tellement élevé que ça devient un débat. On en vient pour vos commentaires. Je vois que vous y avez déjà plongé. Et c'est assez intéressant parce que... Moi, je vais rebondir assez rapidement. Il a dit il y a un contrôle, mais je me dis qu'un salaire, celui qui reçoit le salaire est censé le dépenser comme il entend. Après votre lecture, après justement, j'en viens Driss, Marine Le Pen, j'en viens, mais je veux dire tout de suite, Jean-Richard, pour réagir à ce qu'a développé tout à l'heure Orias Sansa, c'est de savoir, est-ce que vous pensez que nos économies africaines, nos pays peuvent se permettre de traiter de façon aussi large leurs parlementaires quand on sait les réalités sociales auxquelles nous sommes confrontés? Moi, je dirais qu'en Côte d'Ivoire, le député, comme il a dit, touche autour de 3 millions de francs CFA. Moi, je pense pour ma part que c'est un salaire raisonnable. Quand on regarde les missions du député, il a l'obligation
de repartir notamment dans sa zone pour porter les informations. Et très souvent, on le sait plus ou moins en Afrique, nos députés sont sollicités par une certaine population quand on connaît la paupérisation dans nos différentes zones. Donc, je me dis que 3 millions, c'est raisonnable. Par moment, ce montant est critiqué par bon nombre de personnes. Mais pour ma part, c'est raisonnable parce que il représente le peuple, il représente les populations. Donc, raisonnablement, ils doivent être bien traités pour ma part. Idriss? Bon, moi, j'avais à rebondir sur plusieurs points rapidement. Tout d'abord, il faut savoir que le contrôle dont on parle en Europe, c'est ce qui a fait que Marine Le Pen est tombée et se retrouve dans une inéligibilité. Parce qu'elle aurait eu à recruter des gens sans avoir fait information et ce paiement. C'est ce suivi auquel faisait allusion le confrère Aura. Pour rappel, Marine Le Pen, elle est députée européenne. Européenne. Justement. Donc, c'est la raison pour laquelle... Mais c'était plutôt elle à son niveau des emplois fictifs. Bon, fictif non, ou pas... c'est pas des emplois fictifs, c'est plutôt l'argent, les fonds mis à sa disposition qui ont été utilisés À d'autres pour faits. des missions qui n'étaient pas forcément destinées, prévues par la charte Voilà. du Il Parlement. y a eu Merci. des personnes dans son cabinet qui n'ont pas été déclarées ici. Et donc, les autorités de contrôle, parce que dans chaque assemblée, il y a la commission contrôle. Donc, il a fait le constat que des personnes travaillent au cabinet de Marine Le Pen, mais sont payées par quel fonds, alors que ces personnes-là ne sont pas formellement inscrites. La conséquence est là, elle est obligée de désigner Joanne Bardella, d'ici qu'on y voit clair. Moi, ce que je voulais ajouter, pour moi qui suis beaucoup entre le Mali et la Guinée, là-bas, par exemple, au Mali, un député a 1,5 million. Mais s'il est à la tête d'un groupe parlementaire ou d'une commission, les avantages peuvent le mettre jusqu'à 3 millions. Mais par contre, là-bas, le président de l'Assemblée nationale, en plus de son salaire et tous ses avantages confondus, c'est carrément 30 millions de francs CFA. Légèrement plus. Au niveau de la Guinée, par contre, c'était la même chose. Mais sur sous le président Alpha Condé, avant la transition de 2021, on a augmenté jusqu'à ce que ça aille à vers 3 millions aussi. 3 millions et quelques. Et aussi le président de l'Assemblée nationale là-bas aussi touche vers les 30-35 millions. Ils sont légèrement au-dessus de la moyenne malienne. Maintenant, ce que je voulais dire, ce n'est pas évident pour les députés. Parce que vous le savez, d'une part, les députés, quand ils s'annoncent, que ce soit des députés déjà élus ou que ce soit des novices, ils annoncent beaucoup de construction et d'action sociale. Ils créent la confusion avec les attributions du maire. Donc, ça fait que quand ils sont élus, tout le temps, les populations vont vers eux pour des sollicitations. Aussi, chaque vendredi, les députés, en Côte d'Ivoire par exemple, ils sont tous dans le social. Tout le temps, ils reçoivent des messages par rapport à des décès, à des compétitions de football. Donc, ça fait que même un début du week-end, le député peut se retrouver à 600 000, 800 000 pour les populations, pour les sollicitations. Très bien, ce qui n'est pas forcément très recommandé, hein, parce qu'après, c'est pas ce à quoi sont destinés les Ils fonds. n'agissent pas, ils vont pas le Ils voter. sont attribués Ils vont pas assez réélus. rapidement. On va clore ce chapitre. Peut-être dernier tour d'horizon, si quelqu'un a quelque chose à dire là-dessus pour rebondir. Non, je voulais dire par rapport à la réaction de mon voisin de gauche, c'est ça, de gauche. Le contrôle, il est important. Il est important, vous dites, à Côte d'Ivoire, tu dis que les 3 millions sont suffisants pour ce que les députés font. Mais non, on n'a pas élu un député pour aller faire du social. Combien de fois le député retourne à sa base pour convenez avec moi qu'on a nos réalités sociales. non, mais Après, tout D'accord, disent- Oui, c'est l'argent c'est des contribuables, les fonds qui sont mis à sa disposition. À quoi est-ce que cela sert? Après, c'est une question de bonne gouvernance également. Alors, donc, ils ont des primes de déplacement pour aller vers consulter la population. Quand un député de la nation vient te dire que lui, depuis 15 ans, il n'a pas proposé même une loi. Bon, il cherche quoi là-bas? Et c'est pourquoi en Europe, on n'a pas été surpris que récemment en France, tous les députés à l'unanimité ont voté contre le budget. Vous voyez? Alors donc, il faut que rapidement, nos États africains, justement, regardent vraiment la démocratie et qu'ils fassent appliquer la démocratie pour ne pas qu'il y ait assez de gabegie.
Très bien. Ben, merci beaucoup à vous. On va donc avancer justement hein, de plein pied dans le débat qui nous réunit ici, c'est-à-dire aujourd'hui, quand on veut être député, est-ce qu'on y va parce que on est plutôt attiré par le gain ou est-ce que on décide d'aller battre campagne parce que on souhaite se mettre au service des populations de nos circonscriptions pour lesquelles, au nom desquelles, pardon, on se présente. Idriss Keïta, vous avez mal aux yeux visiblement. Non, ça va. D'accord, Un petit c'est coup de très bien. fatigue. D'accord, c'est important. Ok, merci beaucoup. Alors là, tout de suite, j'aimerais bien vous demander, enfin, d'abord, je vais éplucher quelques avantages dont bénéficie un député ivoirien. Salaire de base autour de 3 millions de francs CFA, en pas de 2,8 millions de francs CFA. Ensuite, on voit que certains peuvent monter jusqu'à 3,5 millions en fonction de leur position au sein de l'hémicycle. On a également l'assurance maladie qui leur est attribuée à 100% et pour eux et pour leurs différentes familles avec une enveloppe annuelle de 9 millions de francs CFA qui est liée à leur participation aux sessions parlementaires et ça sur une mandature quand même de 5 ans, ajouté au fait qu'ils bénéficient d'un véhicule exonéré de taxes et des droits de douane. Ça fait quand même beaucoup. Alors, Idriss, quand vous voyez tous ces différents avantages, est-ce que vous pensez que finalement, qu'est-ce qui motive justement cette course effrénée à la députation, même de personnes qui a priori ne semblaient pas se voir forcément un avenir politique? Bon, il faut savoir que les motivations ne sont pas les mêmes. Pour quelqu'un qui n'a jamais été député, il ignore tout du système parlementaire et des dessous de son fonctionnement. Donc, il ne sait que les réalités de sa population. Il ne voit qu'avec les aspirations de sa circonscription. Donc, sa motivation est sur ça. Mais par contre, quelqu'un qui a déjà été élu, qui te fait 5 ans avec le macaron sans pouvoir être inquiété par la justice, qui a tous les honneurs, qui touche énormément de sous, parce que peut-être qu'avant qu'il soit député, il n'avait même pas 600, 700 000. Mais avec, peut-être 100 000. voilà, et avec ce que vous venez de citer, il se retrouve à 3 millions, 4 millions, 5 millions. Avec une prime de 1 million de francs CFA à vie, même en cas de cessation. Ce point, je vais y revenir parce qu'il y a une thématique, mais quand on finira de développer. Donc déjà, vous voyez, quand quelqu'un est là-dedans, à un moment donné, il est regardant sur sa circonscription, mais il est très regardant sur ses avantages. Raison pour laquelle, justement, dans nos partis politiques, quand souvent il y a des divergences, il y a des clashs, quant à certains qui ont trop duré à la députation, qui n'ont pas le réflexe ou le courage de céder, provoquant ainsi naissance aux indépendants ou aux dissidents, tout ça, quelque part, c'est à cause de ça. Mais, comme je l'ai dit, quelqu'un qui décide d'aller à l'Assemblée pour la toute première fois, ignore beaucoup de choses. Mais il faut y être pour pouvoir comprendre comment les choses se passent. Et évidemment, une fois qu'on est député, je vous le dis, même quand quelqu'un arrête d'être député, parfois pour réintégrer la vie professionnelle, c'est un peu compliqué. Parce qu'on se dit qu'il a un certain train de vie que toutes les entreprises ou beaucoup d'entités ne peuvent pas lui donner. Donc, ne sont pas prêtes à assumer. Donc, ça varie selon le profil du député, s'il est néo-député ou s'il est député réélu à la tâche. Très bien. Ouria Sansa, les députés... Ok, petite interruption. Je pense qu'on va mettre le téléphone sur en mode avion, certainement, assez rapidement. La pause. Merci beaucoup. Alors déjà, Jean-Richard Nguesson, le temps qu'Ouria Sansa retrouve ses esprits. Voilà, les députés que nous avons, ils ont un traitement assez mirobolant pour beaucoup. D'ailleurs, on a on a un candidat à la députation de Cocody, l'indépendant Jean-François Kouassi, qui critique le fait que nos députés soient trop bien traités. Et que cela, selon lui, les empêcherait de s'imprégner des réalités sociales que vivent leurs populations qui les élisent. Alors, sur ce point, est-ce que vous pensez que le traitement financier qu'on accorde à nos députés n'est pas quelque part exagéré au vu de leur mission? Moi, je pense que le rôle du député, dans un premier temps, c'est de voter les lois et de contrôler l'action du gouvernement. Les députés représentent aussi les citoyens que nous sommes. Ils agissent dans l'intérêt général des populations. Et je pense qu'à ce niveau-là, il faut qu'ils soient dans les conditions meilleures conditions.
c'est vrai que lorsqu'on regarde le SMIC en Côte d'Ivoire qui est passé de 36 à 75 000, on est en droit de se poser un certain nombre de questions au regard de leur traitement salarial qui est de 3 millions. Et il n'est pas loisir de voir le citoyen lambda toucher autour de 3 millions de francs CFA. Mais pour ma part, je pense que ce montant reste raisonnable. Pour des personnes qui sont censées défendre les intérêts des populations, de contrôler l'action du gouvernement, voter les lois, je pense que à un certain moment, il faut, c'est vrai, avoir la critique facile, mais essayer de regarder les choses avec un certain nombre de, je vais pas dire, c'est une expression que je vais pas employer, mais je pense que pour quelqu'un qui représente les populations, une localité, il est important qu'il soit dans des conditions meilleures. Vous convenez avec moi que il serait pas bienséant de voir un représentant des populations marcher par exemple à pied, ou bien être dans des conditions assez difficiles, qui a du mal à se soigner, dont la famille est dans des difficultés. Donc pour ma part, c'est vrai que M. Adja a égrené un certain nombre de comment je vais dire, il a Davantage lié à la fonction de député. Mais je pense que pour ma part, c'est normal, vu le travail que les députés doivent abattre pour le bien-être des populations. Alors, la question peut-être qui va vous échoir, Auriel Sansa, c'est vrai, on a tout ce traitement qu'on leur confère, mais après, dans l'action parlementaire, beaucoup dénoncent également le fait que les députés qu'ils élisent ne sont pas proches d'eux. On estime qu'ils ne jouent pas forcément leur rôle. Les populations, une fois avoir élu leurs députés, ne les sentent pas forcément sur le terrain. Le député, on le rappelle, n'est pas fait pour financer des activités sociales ou récréatives. Il est d'abord fait pour consulter ces populations et d'être leur porte-voix auprès des institutions nationales. Mais malheureusement, ce qu'on constate, c'est que c'est pas fréquent de voir nos députés discuter avec, créer des cadres d'échange avec leur population. Alors, beaucoup estiment à partir de là que le traitement financier qui leur est accordé n'est pas forcément mérité. Mais c'est énorme. C'est énorme. Je suis pas d'accord avec vos voisins d'à côté. Oui, le travail du député, comme il le présente, c'est ce qu'il doit être. Mais est-ce que c'est ce qui se fait? Voilà. C'est la grosse interrogation. Est-ce que c'est ce qui se fait? On dit chaque jour, le bulletin TV dit chaque jour, viens présenter une émission. Et par rapport à ce programme, voilà ce que tu gagnes. Combien de fois tu sais que tu ne viens pas? Et malgré tout, on continue de donner ce dont on t'a promis. Parce qu'après les premiers juges de l'action parlementaire du député, ce sont ces populations, ces électeurs. Les députés eux-mêmes veulent créer le buzz en allant participer aux funérailles, en allant finir tous les vendredis. C'est parce qu'on leur demande. Ce n'est pas ce qu'on leur demande. Et l'argent qu'ils perçoivent est trop par rapport, lui a dit, L'Ivoirien lambda. Le SMIC est à 75 000 francs. Et d'ailleurs, 75 000 francs qui n'est pas véritablement respecté partout. Regardez le train de vie de la population et le train de vie du député. Il ne fait pas le travail pour lequel, je vous dis que j'ai envie d'être député moi-même. Finalement, nous tous, on va tous. D'accord, mais ça c'est intéressant. La liste est déjà close. Mais j'en ai posé, non, mais après il y a d'autres échéances électorales. Hein. Il y a des poids. Il y a des poids. Avec tous ces avantages, quand mon frère Idriss dit, pour le premier venu, c'est vrai. C'était avant. Maintenant, l'Aurora Wassalé est venu dévoiler tout le secret. Vous voyez l'embouteillage qui s'est passé lors des choses, malgré que certaines parties ne veulent pas partir, mais leurs maintenant sont partis. C'est par rapport aux avantages. Pas que personnel. Moi, je le pense. C'est son point de vue et il le défend. C'est parce que si c'est pour le service, montrez-moi le service. Aujourd'hui, il y a plein de détournements. Il y a beaucoup de sociétés d'entreprises publiques dans ce pays. Et quel député qui a levé le petit doigt? Bon, après, oui, allez-y. Vous savez, pour moi qui depuis 10 ans, je suis carrément journaliste détaché auprès quand même des parlements, des assemblées. Je crois qu'il y a certaines choses qu'il faut qu'on mette sur la table. Tout d'abord, qu'est-ce que vit un député par rapport à son argent? Une fois que quelqu'un est nommé député, est élu, excusez-moi, comme
les pays où j'évolue sont maintenant en transition, c'est la nomination. Là, vous parlez De la Guinée. oui, des parlements de transition. Oui, mais que l'on bien voit dans les avant, régimes de c'était l'AES. l'élection. Absolument. Et depuis 3-4 ans, ce sont les nominations. En fait, il faut savoir que quand quelqu'un devient député, par jour, c'est pas moins de 200 appels. Sur les 200 appels, c'est peut-être 10 appels ou 20 appels qui sont des appels de famille. Tous les 200 autres, ce sont des sollicitations de personnes qu'on connaît, des personnes qu'on connaît. Les personnes du village de sa circonscription comme du voisinage. Ce sont des ordonnances à ne pas en finir. C'est quand quelqu'un devient député que ces personnes-là que tu ne voyais jamais, que tu n'entendais jamais, que ces jeunes-là que tu ignores se retrouvent autour de toi. Tu es notre élu, tu es notre représentant, on a notre comité, on a notre compétition, on a ceci, on a cela. Donc le député se retrouve, quand il appelle les gens, il se retrouve régulièrement dans ces charges-là à ne pas en finir. Anecdote très rapide. Une fois au Mali, pour vous montrer à quel degré même c'est sérieux, il y a des gens qui ont fait un accident de la région de Mopti, on parle parfois du pays. Ils ont fait un accident à l'hôpital de Bamako qui n'était pas loin de l'Assemblée nationale. Ils n'avaient pas d'argent. Et il y a un qui a dit, ah, mais c'est vrai, voilà l'Assemblée nationale. Comme on a de Mopti là, le député de Mopti est là-bas, allons le voir. Comme ça, sans rendez-vous, sans truc, ils sont arrivés. Le député les a reçus. Ils disent, ah, on vient de faire un accident. Nous, on est de telle ville. Mopti, c'est toi. Paye la facture. Il était devant le faire. C'est pour dire que les députés, qu'ils le veuillent ou pas, au-delà de ceux qui font la propagande, sont régulièrement confrontés à cela. Par contre, il y a un type de députés qui, eux, peuvent le supporter, ça va un peu. Ce sont les maires. Le fait qu'ils soient régulièrement à la commune, à la tête de sa circonscription, quand il devient député, il sait un peu comment manœuvrer les choses. Après, est-ce que ça pose pas de problème d'éducation des populations? Non, Parce qu'ils ne savent pas forcément le rôle des députés. Ça dépend aussi de la manière dont la fonction leur est présentée au moment des campagnes électorales, parce qu'on a l'impression que certains viennent leur dire, je veux être député, je veux permettre que vous ayez de l'adduction d'eau, l'électricité un peu partout, ou pour vous donner des hôpitaux, pour vous les construire, alors que c'est pas ça le rôle du député. Par expérience, j'ai remarqué que ceux qui font beaucoup plus de propagande, qui parlent plus dans ce sens, ce sont généralement les candidats issus du pouvoir. Ils mettent en avant le fait que moi je sois du parti présidentiel. Si vous votez ma liste, vous aurez tel ou vous aurez ceci. Ce sont plutôt ceux de l'opposition, c'est vrai au-delà des calculs politiciens, qui parlent plus des aspirations. Et pour chuter, sachez que les députés, c'est un peu comme des joueurs de football. Le même joueur, il a un club, il a une sélection. Il est parfois bon en club, mauvais en sélection, ou bon en sélection, mauvais en club. Les députés aussi, c'est comme ça, c'est à deux niveaux. Et au niveau du Parlement, l'hémicycle, et au niveau de sa circonscription. Certains sont à fond auprès de leur mandat, de leurs parents. Ils font beaucoup de choses, mais à l'Assemblée, ils ne sont pas visibles. Alors que d'autres, c'est tout le contraire. Donc, parfois, cet équilibre n'est pas évident chez certains. Et aussi, j'oublie pas, pour clore aussi, qu'il y a certains députés. Parfois, beaucoup de candidats là, c'est pas que cette histoire d'argent, hein. Quand un député finit son mandat, c'est un bilan qui se fait. Soit ces infrastructures politiques le font asseoir, ou soit les populations de celui font le diagnostic. Pendant 5 ans, il n'a jamais été visible. Il n'a jamais fait de restitution alors que le budget est prévu. Il n'est jamais même venu. Il n'a jamais été impliqué dans quoi que ce soit. Il ne prend même pas les numéros de téléphone. Il a fumé toutes les vitres de sa voiture, on ne peut pas le voir. Donc au bout du compte, mais quand les gens ne sont pas contents de lui, les gens vont le dégager. Même si certains aussi ne le reconnaissent pas, disent que ce sont des cabales politiques et vont aussi remplir le lot des indépendants. Donc voilà un peu grosso modo ce que je pouvais dire des réalités des députés. Très bien. Oria Sansa, vous dénoncez une sorte de dilapidation des fonds, des députés qui sont payés pas forcément à la mesure des tâches qu'ils accomplissent parce que ils sont un peu trop bien traités. Vous rejoignez sur ce point hein, un certain JFK, Jean-François Coissy, qui fait beaucoup de bruit sur ce sujet, qui estime justement qu'il faut réajuster le traitement financier de nos députés parce que finalement, il est à craindre que la fonction attire beaucoup plus pour le gain qui s'y trouve que pour le service de nos populations. On peut dire que c'est trop, le gain est trop. Bon, je ne vais pas trop m'azamer à vers ce sujet.
Bon, quand on sait Sauf que nous sommes des économies assez faibles. Moi, je le dis, si, effectivement, si le député fait normalement son travail, les députés peuvent incarner beaucoup d'argent pour la Côte d'Ivoire et en ce moment, son salaire de 3 millions, 3 millions peut être justifié. Il y a trop de KPJ au niveau de nos entreprises publiques. Et c'est le rôle du député. Tout à l'heure, il a dit, le député, son rôle, en plus de voter des lois, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Les enquêtes parlementaires. Des enquêtes parlementaires. Il y a combien d'enquêtes parlementaires qu'il y a eu en Côte d'Ivoire? Alors que, et c'est pas des KBJ qui n'ont pas eu lieu. Des KBJ qui n'ont pas eu lieu. Mais c'est pour ça, justement, qu'on se demande si ces édiles-là consultent leur base électorale. Parce qu'après, ce sont les populations qui leur font remonter leurs préoccupations et c'est à eux, justement, de les porter devant les instances parlementaires. Est-ce que le travail est fait? Parce que tout ce que vous évoquez, tout ce que vous dénoncez, malheureusement, on a l'impression de ne pas véritablement les entendre. Le travail n'est pas fait, on ne va pas se cacher derrière les appels de 200 à 300 personnes et on ne va pas se cacher derrière les dépenses de 200 000 à 300 000 francs par mois pour les députés pour justifier que, ouais, écoutez, les 3 millions, est-ce qu'il y a, vous savez qu'il y a des députés même qui ne s'élèvent même pas du tout. Bien sûr. Ils ne s'élèvent même pas du tout, mais il est payé. Non, mais tout ça là, l'État doit pouvoir nous rendre compte. Et le député qui nous représente à l'Assemblée nationale, s'il joue régulièrement et honnêtement son rôle à l'Assemblée nationale, la Côte d'Ivoire aurait pu devenir un pays vraiment beaucoup plus émergent et économiquement puissant. Parce que le taux d'argent qui sort. Un ministre, assez rapidement. Un ministre, oui, très rapidement, il va chuter. Un ministre de la République peut s'amuser à aller week-end chez lui et puis bon financer peut-être un petit tournoi de Maracana de quartier à 2 millions 3 millions. Où est-ce qu'il peut se faire? Est-ce que de sa poche, il peut payer ce argent? Pour l'impératif, justement, du contrôle de l'action gouvernementale. Normalement, économiquement, le pays sera bon. Et puis c'est moi qui serai heureux parce que j'aurai les moyens de peut-être louer ma maison tranquillement. Très bien. Alors, Jean-Richard Nguessan, juste avant que vous ne rebondissiez, il y a cet aspect, quand même, on parle de 9 millions de francs CFA qui sont octroyés aux députés au titre de ses participations aux différentes sessions parlementaires. Ça n'a rien à voir avec son salaire durant sa mandature. Est-ce que quelque part ce n'est pas excessif? Il est déjà payé à 3 millions de francs CFA pratiquement, il a d'autres avantages et à cela il faut ajouter encore une grosse enveloppe assez enviable de 9 millions de francs CFA quand même. Vous savez, j'ai écouté les uns et les autres et Idriss a parlé de restitution. Dans les obligations du député, il a l'obligation de retourner à sa base pour faire des restitutions et pour donner des informations de tout ce qui se fait à l'Assemblée nationale. Et il est important pour lui d'avoir de l'argent pour mener toutes ses actions. Et c'est certainement dans cette dynamique que tous ces... il y a un budget pour ça. Oui, c'est certainement pour ça qu'il y a tous ces budgets. C'est au regard de toute cette défaillance qu'on a fait, il est important de rééduquer nos populations. Parce qu'après, on vote des députés et après on est les premiers à les critiquer. Parce que pour ma part, il a parlé notamment des députés ou des candidats du pouvoir qui estiment être proches du pouvoir et qui voudraient les voter pour porter notamment la voix du président. Il est important pour nos populations de savoir que l'Assemblée nationale aussi peut être un contre-pouvoir. Non seulement on a voté pour un parti qui est assez fort, il faut un contrôle des différentes actions de ce parti-là. Si, par ricochet, ce parti politique avait la majorité écrasante une fois de plus à l'Assemblée nationale, il aura, force est de constater qu'il n'y aura pas de regard dans le contrôle de l'action politique. C'est pourquoi moi je fais partie des personnes qui condamnent ou qui sont plus ou moins froissées lorsqu'on observe qu'un parti politique décide de ne pas prendre part aux élections législatives. C'est pourquoi je salue, quoi qu'on dise, le PDC qui décide de partir à ces élections-là. Parce qu'après, il faut... Même s'il dit ne pas reconnaître le 4e mandat. Parce qu'après, il faut contrôler l'action du gouvernement. Après, c'est une question de cohérence. Après, je pense que il est important d'être à l'Assemblée nationale, d'avoir un groupe parlementaire de contrôler l'action du gouvernement. Parce que, pour chuter assez rapidement,
Il a évoqué le fait que certains députés à l'Assemblée nationale ne proposent pas de loi ou ne fustigent pas l'action du gouvernement. Mais lorsque vous êtes dans un groupe parlementaire, il y a cet accompagnement-là aussi du groupe parlementaire. Et forcément, le député, il a la discipline du groupe. Il ne va forcément pas critiquer l'action du gouvernement. C'est en cela qu'il faut avoir un contre-pouvoir ou d'autres groupes parlementaires pour contrôler l'action du gouvernement. Très bien, Idriss Keïta, on va faire un dernier tour de table sur le sujet. Justement, il faut savoir que en Afrique, réellement, il n'y a pas de contre-pouvoir. On ne parle de contre-pouvoir que quand il y a cohabitation. Sinon, quand la majorité est acquise au président, effectivement que ça sera, comme on dit, une caisse, quoi, à la poste. Des lettres qui passent à la poste. Voilà. Regardez la France. Depuis 2 ans, comme on le dit en bon ivoirien, Emmanuel Macron tape. Pourquoi? Parce qu'il est un contre-pouvoir. Même si cela est très mal compris en Afrique, parce que beaucoup estiment que cela est le signe de la défaillance fonctionnelle de l'État français, mais c'est plutôt le reflet ou la preuve de la vitalité de la démocratie. Justement. Et maintenant, je vais rebondir sur le chiffre du jour, le chiffre 9 millions. Je vais jeter un paquet De la participation aux sessions parlementaires de nos députés en Bien Côte au d'Ivoire. contraire, les 9 millions dont je vais parler sont des 9 millions qui seront bientôt polémiques. De janvier à février et mars 2026, tous les députés de l'actuelle législature, élus comme non, auront à toucher leur salaire. Droit du travail, calcul politicien, frustration au nom du contribuable vont s'attribuer. Comment? Le mandat qui devait finir au mois de mars a été écourté et fini au mois de décembre. Sauf que janvier, février et mars vont être payés. Payer, ce n'est pas un souci au niveau du droit du travail. C'est le contribuable qui se retrouve, si vous voulez, forcé à payer un travail qui n'est pas fait. Pratiquement sans avoir le droit de contester ou de demander des comptes. Et quand ils vont être, ça voudrait dire que ceux-là qui ne seront pas reconduits auront un pactole de retraite, mais surtout, ceux-là qui vont être réélus, parce que beaucoup seront réélus, pendant qu'ils sont en train de percevoir leurs 3 premiers salaires de la nouvelle législature, sont en même temps en train de percevoir les 3 derniers salaires de la législature sortante, donc 9 millions. Et moi, doublement payé. Et moi, je pense que c'est une question qui mérite débat et qui risque de faire polémique. Très bien. En voyant sans ça, justement, cet excès de paiement, selon ce qu'on pourrait percevoir, parce que quand même, tout cet argent qui sort au nom du contribuable, il n'y a pas de compte rendu qui est fait. D'ailleurs, même la plupart des populations l'ignorent complètement. On ne sait même pas à combien sont payés nos députés, quels sont les avantages, ou ce que coûtent leurs avantages aux contribuables ivoiriens. Pourtant, on continue de payer. Sur ces faits, est-ce que vous avez l'impression qu'il est impératif aujourd'hui, sinon urgent, de recadrer la fonction et de créer une sorte de lien entre les décideurs politiques et les populations, de sorte à ce que tout le monde comprenne et se sente impliqué dans la gestion des fonds publics? Non, moi je pense que peut-être que toutes ces dispositions sont là, mais c'est son application qui va faire de tout. Et bien avant, je reviens un peu sur ce que on va demander à Auréa Sanson, à chacun de retirer un peu son téléphone. Alors, donc, pour ces salaires payés sans avoir travaillé. Ça bonus parlementaire. Non, mais ça répond à quoi? Ça ne répond à rien. Vous voyez, on dit le mandat finit en mars. Malheureusement, c'est eux qui votent les lois. C'est eux qui ont approuvé la loi, qui ont voté la loi pour ramener, n'est-ce pas, la nouvelle législature à décembre. Et nous devons payer, vous et moi, et Jean-Charles Nguessan, à qui on va donner la parole pour conclure assez rapidement. Moi, je pense pour ma part qu'il est important pour les populations de cerner véritablement le rôle du député. Parce que très peu n'ont pas véritablement la notion du rôle du député. Lorsqu'on voit dans nos villages, dans nos localités, des personnes aller battre campagne qui disent que je vais vous construire une route, je vais faire des hôpitaux, ça montre que les populations de ça. Le degré d'inculture politique. C'est à ce niveau-là qu'il faut informer les populations et il faut dénoncer ces personnes qui vont vers les populations pour dire que je vais vous se présenter comme député et qui disent que je vais vous construire des routes. C'est
pas ça le rôle du député. Et il faut saluer certaines personnes qui ont véritablement mis la lumière sur le rôle du député. Parce qu'à un certain moment, c'est un rôle assez flou, on n'arrivait pas à comprendre grand chose du rôle du député. Mais aujourd'hui, lorsqu'on voit bon nombre de personnes qui décident, c'est pas que on a parlé des montants exorbitants qui poussent beaucoup de personnes. Mais aujourd'hui, il y a une volonté aussi de faire bouger les lignes. On voit énormément de jeunes qui se portent candidats pour les législatives. Je pense que c'est une bonne chose. Et certainement que dans quelques années, on verra très peu de personnes aller amadouer nos populations. Très bien, mais merci à tous. Malheureusement, on n'a plus le temps vraiment de prolonger le débat, mais on le remettra sur la table très prochainement pour éventuellement parler encore de ce sujet. Les élections, je pense que c'est pour il y a encore combien de semaines là. Nous sommes le 3 aujourd'hui, donc dans 24 jours, on a vraiment tout le temps de revenir de façon régulière sur la question des législatives et certainement de rebondir sur certains aspects du débat que nous avons eu à mener aujourd'hui. Sur ce, on se dit au revoir et on se retrouve bientôt pour un autre numéro de Parlons Politique.